Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025 et notre cher ami Laith Marouf est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et suivez Laith sur Free Palestine TV. Vous pouvez voir l'adresse du site juste en dessous de son nom à l'écran. Laith, où êtes-vous en ce moment? Parlez-nous de cela. Je suis dans le sud du Liban, entre Rachaya, qui se trouve au pied du plateau du Golan, en direction du sud. Nous avons filmé toute la journée. Pour ceux qui ne le savent pas, Rachaya est principalement une ville druze et chrétienne, mais elle est pro-résistance. Et c'est l'endroit où l'occupation française a emprisonné la direction de la révolution en Syrie et au Liban dans les années 1940, avant que les deux pays n'obtiennent leur indépendance par la lutte. Nous filmions donc dans la région pour montrer, bien sûr, la diversité du sud du Liban et pour contester toute cette propagande sectaire qui cherche à minimiser la contribution des Druzes et des chrétiens de la région contre le colonialisme. Ce sont des choses que nous pouvons désapprendre. Nous pouvons apprendre la véritable histoire de la région et l'extraordinaire diversité des peuples qui ont résisté à l'occupation depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. Alors, Laith, je sais que lorsque nous parlons de la partie sud du Liban, les médias occidentaux disent souvent que ces zones sont dominées par des musulmans chiites. Mais tu as mentionné qu'il existe d'autres communautés dans cette région dont personne ne parle. Pourquoi cela? Comment peux-tu aider notre public à mieux comprendre le sud du Liban? Oui, donc FPTV vient de produire la première des deux parties d'un documentaire que nous avons réalisé. Au cours des derniers mois, nous avons filmé toute la ligne frontalière, de Nakura jusqu'aux fermes de Shebar. Dans ce film, on découvre chaque village, son emplacement, sa géographie, sa population. Vous remarquerez que bien que la majorité des villages du Sud, surtout le long de la frontière, soient chiites, il existe en réalité aussi des villages sunnites, des villages chrétiens et des villages druzes. Et plus on se rapproche du mont Hermon, ou Aramon, le site sacré du dieu On-Egehel, le dieu du ciel dans le Panthéon, et plus on observe de diversité. Plus on se rapproche de Haramon, plus la population est druze et chrétienne. Il y a Marjayoun et d'autres villages voisins qui sont chrétiens, puis Rachaya et la région environnante qui sont principalement druzes. Mais là encore, même ces villages sont mixtes. Ce n'est pas exclusivement l'un ou l'autre. Beaucoup de villages considérés comme chiites comptent aussi d'importantes populations chrétiennes et druzes. C'est donc très intégré. Je pense que l'identité à laquelle les habitants se sentent appartenir est ce qu'on appellerait l'identité amilite, les gens du Jabal Amel ou Mont Amel, ce qui en anglais correspondrait à la Galilée. Tout ce qui se trouve au sud de Saïda, au Liban, est considéré comme faisant partie de la Galilée. Et tout ce qui se trouve au nord de Haïfa, en Palestine, est également considéré comme faisant partie de la Galilée. Les populations de ces villages, dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Palestine et le sud du Liban, ont historiquement été intégrées et se sont mariées entre elles. C'est seulement cette frontière coloniale artificielle qui les sépare. Les puissances coloniales veulent que les populations d'ici, non seulement au Liban, mais dans toute la région, oublient leurs identités communautaires et se concentrent plutôt sur des identités sectaires qui les rendent plus faciles à contrôler. Oui, Faith, il y a eu une attaque sur la plage de Bondi, en Australie. Et dans les jours qui ont suivi, on a vu le gouvernement israélien, essentiellement Netanyahou et son administration,
en rejeté la responsabilité sur le Hezbollah, le Hamas et l'Iran. En regardant ce qui s'est passé en Australie, quel est ton point de vue? Penses-tu qu'il s'agit d'une opération sous faux drapeau? Est-ce lié à l'État islamique et à ces groupes qui coopéreraient d'une manière ou d'une autre avec les sionistes de la région? Quelle est ton opinion là-dessus? Écoutez, il y a plusieurs éléments à prendre en compte lorsque nous essayons d'analyser ce qui s'est passé à Bondi Beach, à Sydney. Premièrement, cette attaque visait une célébration organisée par le mouvement Chabad, une organisation extrémiste, suprémaciste juive, ultra-religieuse et fasciste, à laquelle appartiennent Smotrich et Ben Gvir. C'est la plus radicale des sectes sionistes religieuses. Parmi les personnes tuées lors de l'attaque se trouvait le dirigeant de Chabad en Australie, un rabbin qui emmenait des citoyens australiens sur des lignes de front à Gaza et participait avec eux à des prières pour tuer des Palestiniens. On peut voir les tweets et publications de ce rabbin qualifiant chaque Palestinien, les enfants de Gaza, d'Amaleks. Ce n'était donc pas une attaque aléatoire. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un faux drapeau. Beaucoup de personnes pro-palestiniennes l'ont qualifié ainsi. Mais si c'en était un, il viserait généralement des innocents, en particulier des non-juifs, afin de retourner les populations majoritaires des pays occidentaux contre les Palestiniens, les Arabes ou les musulmans. Mais le fait que cette attaque était si ciblée lors d'un événement de Shabbat sur la plage et que le rabbin du Shabbat en Australie ait été tué, cela me fait réfléchir. Je ne peux pas considérer cela comme un faux drapeau dans mon esprit. C'est très ciblé. Et si c'en était un, ce serait un faux drapeau très coûteux. Les sionistes auraient dû sacrifier l'un de leurs propres dirigeants pour atteindre leur objectif. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un faux drapeau. Et l'autre élément qui montre que cela a échoué, si c'était une opération sous faux drapeau, c'est que la personne qui a arrêté l'attaque était un Syrien australien originaire d'Idlib. Il a neutralisé l'un des tireurs et a été blessé en essayant d'arrêter la fusillade. Il y a donc de nombreux éléments qui montrent que ce n'est très probablement pas une opération sous faux drapeau. Maintenant, après avoir analysé la situation de cette manière, qu'il s'agisse ou non d'une opération sous faux drapeau, pour nous, en tant que Palestiniens, Arabes, musulmans ou toute personne antisioniste, cela n'a en réalité aucune importance. Pourquoi? Parce qu'à présent, toute attaque contre des communautés juives dans le monde, à mon avis, sera considérée comme prévisible. D'abord parce que durant les 2 dernières années de génocide à Gaza, mené au nom du peuple juif et de l'État juif, nous n'avons vu aucun juif risquer sa vie pour prendre les armes contre les sionistes ou pour cacher un Palestinien à l'intérieur de la Palestine. Je veux dire 2 ans d'un holocauste à Gaza. Et il n'y a pas un seul Oscar Schindler juif, n'est-ce pas? Donc à mon avis, toute attaque contre les communautés juives, où que ce soit dans le monde en ce moment, la responsabilité en revient aux juifs eux-mêmes, en particulier aux juifs antisionistes qui n'ont pas fait leur devoir. Ils auraient dû déclencher une révolution à l'intérieur de la synagogue. Ces juifs antisionistes auraient dû prendre les armes en Palestine contre les sionistes ou ici, à la frontière du Liban. Ils auraient dû tenter de briser le siège de Gaza avec leur propre corps, même s'ils veulent se dire pacifistes. Ils auraient pu faire ce que les Indiens, menés par Gandhi, ont fait. Lever les bras et marcher vers la mer lors de la marche du sel, mourant par milliers pour arrêter le projet colonial britannique en Inde. Ainsi, même un juif antisioniste qui se disait pacifiste avait la possibilité de faire quelque chose. Et quand je parle de cette manière à des juifs antisionistes, et qu'ils me répondent en disant « Eh bien, vous savez, notre vie, et nous tenons à la vie », et ainsi de suite, cela signifie pour moi qu'ils pensent que leur vie est plus importante que celle d'un Indien,
que leur vie ne devrait pas être sacrifiée. Même le martyr est trop pour un juif. Tu vois ce que ça fait quand quelqu'un qui se dit pacifiste refuse même de faire ce que Gandhi a fait en Inde. Donc en ce moment, puisque l'establishment juif dans le monde entier, toutes les organisations juives officielles, toutes les organisations fêtières juives et sionistes et fait la propagande du sionisme, s'il n'y a pas de véritable résistance parmi les juifs contre le sionisme, ce n'est plus mon rôle de faire la distinction entre les deux. Et si des synagogues sionistes vendent des terres palestiniennes volées ou collectent des fonds pour l'armée israélienne, alors elles deviennent des cibles légitimes. Tu vois ce que je veux dire? Je n'appelle pas les gens à les attaquer. Ce que je dis, c'est que je ne peux pas condamner une attaque contre une synagogue juive en Occident, alors que pratiquement toutes les synagogues juives en Occident collectent des fonds pour le génocide à Gaza, envoient des hommes et des femmes combattre sur le front, et qu'il n'existe aucun équivalent juif antisioniste à cela. J'aimerais qu'il y ait des brigades juives de libération combattant en Palestine contre les sionistes. J'aimerais qu'il y ait des rébellions juives contre le sionisme dans les synagogues de New York, de Sydney ou d'ailleurs, mais cela n'a pas eu lieu. Et c'est une condamnation de la communauté juive. Elle s'est condamnée elle-même à ce destin, celui où le judaïsme est désormais marqué par le sang des innocents en Palestine, au Liban et dans toute la région. Mais Laith, il parle de ce type et de son père comme étant d'une certaine manière liés à l'État islamique. Nous savons que l'État islamique n'a aucun lien avec le Hezbollah, le Hamas ou l'Iran. Ils sont totalement opposés à eux. Autant que je sache, depuis 2017, ils ont mené de nombreuses opérations en Iran et ont tué beaucoup de gens. Comment comprends-tu cela? Ce type qui sort de nulle part et fait ça, c'est un peu mystérieux pour moi. C'est difficile à comprendre, car je ne vois aucun lien entre ces personnes qui ont fait cela et le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, ou les actes de résistance. Oui. Écoutez, il est évident que presque tout le mouvement wahhabite est contrôlé et infiltré par la CIA, le MI6 et le Mossad. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et traditionnellement, chacune de ces formations militaires wahhabites a agi contre les intérêts des peuples arabes ou musulmans en général. Leur première cible et leurs premières victimes sont toujours des musulmans et des arabes. Donc oui, je peux comprendre que, si cet homme et son père se révèlent effectivement avoir été membres de l'une de ces formations militaires wahhabites, comme Al-Qaïda, Daesh ou d'autres, il serait plus facile de croire qu'ils ont été manipulés pour accomplir quelque chose. Cela dit, regardez ce qui vient de se passer en Syrie il y a une semaine et demie. Les premières attaques ont visé des Israéliens, puis les premières attaques ont visé des Américains. Ainsi, à Beit Jin, dans les contreforts du plateau du Golan au sud de Damas, un citoyen a ouvert le feu sur un convoi israélien, blessant 14 soldats israéliens. Tout le monde a célébré cela. Mais quelques jours plus tard, on a appris que ce jeune homme combattait en réalité contre le gouvernement syrien, faisant partie d'Al-Qaïda en Syrie à l'époque. Maintenant, pensons-nous que cet homme a été envoyé par les Israéliens pour tuer leurs propres soldats? Je ne le crois pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que, voyez-vous, il peut être facile pour ces services de renseignement de contrôler les chefs de ces mouvements, comme Al-Julani, Al-Baghdadi, Oussama Ben Laden ou Al-Zarqawi. Ce sont tous de véritables agents. Maintenant, le cadre au bas de cette organisation, ce sont simplement des gens qui ont besoin d'argent. Vous savez, on recrute un voyou dans la rue, on lui donne de l'argent, ou un trafiquant de drogue, on lui donne de l'argent, et il porte les armes avec vous. C'est juste une milice.
Donc ces individus au bas de cette hiérarchie, cette escouade de la mort wahhabite, contrôlée par des agences occidentales, sont difficiles à contrôler. Et parfois, ils sont incontrôlables, comme ce type à Beit Jin, dans le sud de la Syrie. C'est son village. Il voit des soldats israéliens humilier les villageois chaque jour, et les forces du HTS avec lesquelles il était affilié ne faisaient rien. Et soudain, il a perdu la tête. Il a vu quelqu'un se faire humilier et il a tiré sur des soldats israéliens. De même, il y a eu cet homme qui a tiré sur des soldats américains près de Palmyre, dans le désert syrien, la semaine dernière. Là encore, c'était un homme appartenant à une formation wahhabite contrôlée par la CIA qui voyait le HTS et les Américains humilier des gens autour de Palmyre, et il a décidé de tirer sur des soldats américains. 2 d'entre eux ont été tués. Il est donc tout à fait possible que même des membres de ces escadrons de la mort wahhabite, qui ne sont pas haut placés, puissent agir en dehors du contrôle des agences de renseignement qui manœuvrent habituellement ces formations. Je pense que ce qui s'est passé en Syrie montre d'une certaine manière qu'une boîte de Pandore est en train de s'ouvrir là-bas, et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. La situation est très compliquée, Laith, en Syrie. Et d'un autre côté, l'autre raison, Laith, c'est que tu vois la manière dont l'Iran s'est défendu contre Israël, la façon dont le Hezbollah combat Israël. Peu importe si quelqu'un participe ou soutient, d'une manière ou d'une autre, Israël dans ce qu'ils font. S'ils ne portent aucune arme, ils ne vont pas leur tirer dessus. Nous n'avons même pas vu d'attaque israélienne contre l'Iran. Tu vois, la riposte a été très ciblée sur les bâtiments militaires et de renseignement d'Israël. Il se passe la même chose avec le Hezbollah. C'est pourquoi je ne pense pas que qui que ce soit va croire à cet argument selon lequel le Hamas, le Hezbollah et l'Iran sont derrière tout cela. Et en ce qui concerne la Syrie, Laith, penses-tu qu'avec le temps, la situation devient de plus en plus compliquée? Je ne sais pas quelle influence la Turquie exerce en Syrie et quelle est la situation là-bas, où une faction de l'État islamique attaque une autre partie en s'en prenant aux États-Unis. Il s'agissait de 2 membres de la garde nationale américaine qui ont été attaqués et tués en Syrie. Et quelle influence Israël a-t-il en Syrie? Quelle est la situation et comment vois-tu l'évolution de la situation en Syrie au fil du temps? Oui. Je veux dire, la Syrie est aujourd'hui une sorte de terrain libre pour tous. Il y a une zone occupée par les Américains, une par les Kurdes, une autre par les Turcs, une 4e par les Russes, une 5e par les Israéliens, et puis quelques zones contrôlées par le HTS. L'État en tant que tel n'existe donc pratiquement plus. La situation est tellement fluide et il y a tant d'intérêts concurrents qu'il est en réalité plus facile aujourd'hui de former une résistance qu'auparavant, lorsque le gouvernement syrien était centralisé et contrôlait son territoire. Ce que nous avons vu avec ces 2 attaques à Deir ez-Zor et à Palmyre est un autre signe que la situation est hors de contrôle. On pourrait croire qu'ils font semblant qu'il existe désormais un gouvernement syrien avec un nouveau drapeau, que les sanctions sont levées, et ainsi de suite. Ils font comme s'il y avait un véritable État aux commandes, mais ce n'est pas le cas. En réalité, ces voyous, bandits et trafiquants de drogue qui ont été intégrés à ces escadrons de la mort wahhabite au cours de la dernière décennie pour combattre le gouvernement syrien, eh bien, maintenant, ils sont, comment dire, un fardeau pour l'Occident. Car ces mêmes bandits et voyous accepteront de l'argent de n'importe qui si leurs salaires ont baissé, ce qui est le cas. Leur paie a chuté après la fin de la guerre. Ces voyous venus du monde entier. Eh bien, ils cherchent d'autres sources de revenus.
On voit toute la contrebande qui se déroule aux frontières entre le Liban et la Syrie, ou entre l'Irak et la Syrie. Ce sont en réalité des membres de ces escadrons de la mort wahhabite qui permettent cette contrebande. Même les armes qui continuent d'arriver à la résistance au Liban sont introduites en contrebande sous le regard attentif de membres du HTS, car ce sont tous des voyous prêts à accepter de l'argent. Ce sont tous des bandits, et ils prendront de l'argent. La situation actuelle est donc en réalité plus instable qu'elle ne l'était l'an dernier, en décembre, lorsque le gouvernement syrien contrôlait encore la situation. Et maintenant, il est tout à fait possible qu'à tout moment, les choses basculent en Syrie, et que les sionistes comme les Américains soient incapables de prévoir la tournure des événements. Voici l'importance du Liban, Laith. Je pense qu'en ce moment, le Liban joue le rôle de colonne vertébrale de la résistance. Que se passe-t-il au Liban, compte tenu du Hezbollah et de sa communication avec le gouvernement? Est-ce que la situation s'améliore? Est-ce qu'elle empire? Quelle est la situation actuelle? Oui, vous savez, il y a seulement quelques heures, l'armée sioniste a publié une carte indiquant qu'ici, dans le sud du Liban, il y avait un tunnel du Hezbollah, et elle a exigé que l'armée libanaise aille vérifier l'endroit. L'armée libanaise est effectivement entrée dans ce tunnel, et elle vient de publier quelques documents, vidéos et photos de l'intérieur. C'est la deuxième fois, en moins d'une semaine, que les sionistes font pression sur le gouvernement libanais et sur l'armée libanaise pour qu'ils fassent le travail à leur place. La semaine dernière, il y avait une maison d'habitation dans l'un des villages du sud du Liban, où les sionistes affirmaient qu'il y avait des armes, et ils ont exigé que la FINUL et l'armée libanaise y entrent. Et c'était la première fois que cela se produisait. Et le propriétaire de la maison a autorisé l'armée libanaise et la FINUL à entrer dans la maison, avec tous les journalistes et tout le reste. Ils ont fouillé tout l'endroit, n'ont rien trouvé et sont repartis. Puis, les Israéliens ont affirmé qu'il y avait encore quelque chose et ont dit qu'ils allaient faire exploser la maison. Alors l'armée libanaise est revenue. Les Israéliens ont prétendu qu'il y avait un tunnel sous la maison et leur ont ordonné de creuser, et l'armée libanaise a effectivement creusé sous la maison. Il n'y avait rien, mais cela montre bien que l'armée libanaise, en ce moment, devient en quelque sorte un sous-traitant pour les Israéliens, en faisant leur travail de recherche d'armes là où elles ne devraient pas le faire. Et d'une certaine manière, la résistance ne se soucie plus vraiment de ce qui se trouve au sud du Litanie, car elle a déjà déplacé tout ce qui était important et caché tout ce qu'elle pouvait. Le problème avec la fouille de la maison la semaine dernière, c'est que c'est la première fois que des habitations sont perquisitionnées par l'armée libanaise et la FINUL, ce qui ne fait pas partie du mandat de l'ONU. Le mandat de l'ONU n'autorise pas la FINUL à fouiller des maisons résidentielles. Et lorsque l'armée libanaise est revenue pour une deuxième fouille dans cette maison, tout le village s'est soulevé et il y a eu une échauffourée entre la FINUL, l'armée libanaise et les habitants, car ces derniers n'étaient pas contents que l'armée libanaise revienne à cause des menaces de l'armée israélienne. Voilà l'état actuel des relations. C'est très tendu. Mais c'est tout ce que le gouvernement et l'armée libanais peuvent faire pour servir Israël. Ils ne peuvent pas aller plus loin que cela. Vous savez, la chaîne israélienne 14 a rapporté qu'il y a une sorte de désaccord entre l'administration Trump et les Israéliens, ce qui provoque, vous savez, beaucoup de frustration du côté israélien. Il semble que les principaux conseillers de Trump disent aux Israéliens qu'ils ne peuvent pas désarmer le Hamas, qu'ils doivent simplement l'accepter. Et nous savons qu'Israël sera le vainqueur,
qu'il finira par l'emporter. Mais il se passe quelque chose. Une différence entre les États-Unis et Israël, comme le rapporte la chaîne israélienne. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe à Gaza chaque jour, la situation, la pluie, tout, c'est une scène dévastée quand on voit les images. Comment peut-on attaquer ces gens? Et on suppose qu'ils vont simplement déposer les armes, qu'ils ne vont pas s'en servir pour se défendre. Je pense que les États-Unis reconnaissent, d'une certaine manière, la réalité du Hamas. Leur objectif principal, qui est de trouver une meilleure solution à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Mais quelle est la réalité du Hamas et comment peuvent-ils pousser au désarmement d'Israël? Est-ce même réalisable? Je pense que ce que rapporte Channel 14 n'est qu'une tentative d'excuser l'incapacité des sionistes à vaincre ou à désarmer le Hamas. Comme ils n'y parviennent pas, ils ont besoin de rejeter la responsabilité de la fin de cette guerre sur les États-Unis. Et Trump, en tant que bouc émissaire des sionistes, acceptera qu'on lui en fasse porter le blâme. La réalité, c'est que les sionistes ne peuvent pas vaincre le Hamas à Gaza, autrement qu'en commettant un génocide total de tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Et c'est ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes, c'est ce qu'ils savent et ce que l'Amérique sait. C'est pourquoi ils ont dû arrêter la guerre, car il n'y avait aucun moyen de vaincre le Hamas sans tuer chaque civil de la bande. Et donc, en ce moment, les médias israéliens préparent le public israélien à accepter le fait qu'ils ne pourront pas désarmer le Hamas, et ils rejettent la faute sur l'empereur. C'est l'empereur Trump qui nous a dit d'arrêter, et nous ne pouvons pas les désarmer ni tous les tuer. Mais en réalité, ils en sont simplement incapables. C'est donc une propagande destinée au public israélien pour qu'il accepte la défaite de Netanyahou à Gaza face au Hamas. Qu'il n'a pas pu les vaincre, qu'il n'a pas pu les désarmer. La situation, bien sûr, à Gaza est horrible. Regardez, j'ai froid en ce moment ici dans le sud du Liban, et il ne pleut même pas. Mais hier, même à Beyrouth, nous avons eu de la grêle, et la température tournait autour de 0 degré. Alors imaginez les centaines de milliers de Palestiniens vivant sous des tentes inondées, leurs abris emportés par le vent. Il n'y a pas de chauffage. Et comme nous pouvons le constater, chaque jour, des nouveau-nés et des personnes âgées meurent d'hypothermie à l'intérieur de Gaza. C'est la réalité. La situation est très mauvaise pour ceux qui ont survécu au génocide. Il y a maintenant un génocide lent. Personne n'écoute ni ne regarde, car les médias occidentaux ont fait croire à tout le monde qu'il y avait un cessez-le-feu, alors qu'il n'y en a pas. Jusqu'à présent, Netanyahou et les sionistes n'autorisent pas l'entrée de l'aide dans la bande. Même les maisons préfabriquées offertes depuis la région pour être envoyées à Gaza ne sont pas autorisées à entrer. Si l'hiver continue ainsi, il y aura des dizaines de martyrs à cause des conditions sanitaires et météorologiques. Bien sûr, vous savez, les États-Unis et Israël parlent de la deuxième et de la troisième phase de ce qu'ils appellent la fin pacifique. La deuxième, comme l'a dit Netanyahou, c'est le désarmement, et la troisième sera la déradicalisation de Gaza. Pensez-vous que nous revenons à la case départ? Quelle est la situation? Quel est l'avenir de ce soi-disant accord de paix entre Israël et la Palestine? Il n'y aura jamais de paix entre les colons sionistes juifs suprémacistes sur notre terre et notre peuple. Je pense que Thomas Barak, le représentant de Trump dans la région, a été le plus sincère dans ce qu'il a dit, qu'il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura qu'un camp dominant et un camp soumis. Et jusqu'à présent, depuis 100 ans, les peuples palestiniens et arabes autour d'eux ont refusé de se soumettre et continuent de résister.
Ce sera la réalité jusqu'à ce que tous les Palestiniens et les peuples de la Grande Syrie soient tués, ou jusqu'à ce que les sionistes renoncent à la suprématie juive et acceptent de vivre dans l'égalité, ou quittent notre terre. Il n'y aura pas de fin à cela. Et cette idée de déradicaliser les Palestiniens, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que les Palestiniens doivent reconnaître qu'ils valent moins, qu'il existe un peuple élu, que nos religions, le christianisme et l'islam sont fausses et que le judaïsme est la vraie religion. C'est vraiment ce qu'ils veulent que tu fasses en tant que Palestinien, en tant qu'Arabe, en tant que musulman. Ils veulent que nous admettions que nos dieux sont des menteurs, que nous suivons de faux prophètes, que nous sommes des voleurs et des colonisateurs de notre propre terre et qu'ils sont les véritables peuples autochtones. C'est cela que Netanyahou veut dire quand il parle de déradicalisation, ce qui est impossible. Tu sais, cela fait 600 ans que l'invasion des Amériques a commencé et que le génocide massif des peuples autochtones de l'île de la Tortue se poursuit. Et jusqu'à aujourd'hui, même ces nations dites vaincues aux États-Unis et au Canada, les nations autochtones, refusent encore de reconnaître la légitimité des États-Unis ou du Canada. Elles défendent toujours leur propre religion, leur propre langue, leur propre culture. Alors, comment pouvez-vous attendre des Palestiniens qu'ils abandonnent alors que nous sommes toujours la majorité sur notre terre? Les Palestiniens sont la majorité à l'intérieur de la Palestine historique. Nous ne serons pas vaincus et nous n'abandonnerons pas notre histoire, nos religions, notre culture, ni notre langue. Nous vaincrons notre colonisateur, peu importe le temps que cela prendra. Et je pense que la colonie sioniste, même après tous les génocides que nous avons vus au cours des 2 dernières années, est en réalité à son dernier. À couper le souffle, ces derniers pas. Nous verrons bientôt la fin d'Israël, Inch'Allah. Leth, pour conclure cette session, je sais que tu es assis à l'extérieur et qu'il fait très froid là-bas, dans le sud du Liban. Il y a une réunion aujourd'hui. Les États-Unis, la France et l'Arabie saoudite se retrouvent à Paris pour discuter de la reprise de la guerre israélienne contre le Liban. Et si Israël s'engage dans cette direction, comment vois-tu la réaction du Hezbollah? Eh bien, selon le dernier discours du Cheikh Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah, il a déclaré que le Hezbollah est prêt à défendre le Liban et qu'il veillera à ce que les sionistes subissent le même sort que lorsqu'ils ont tenté d'envahir le Liban pendant la guerre de 66 jours en 2023-2024 et en 2006. Je peux donc vous dire avec certitude que le Hezbollah se prépare à une guerre défensive et que cette guerre pourrait être encore plus longue que celle de 66 jours. Elle pourrait durer toute une année si c'est ce que veulent les Israéliens. Il y a quelques jours, le Hezbollah a publié une vidéo adressant un avertissement aux habitants de Naharia, affirmant qu'il ne resterait plus de Naharia. C'est la principale colonie sur la côte, au sud de la frontière libanaise, entre le Liban et Akka, la grande ville palestinienne. Je pense donc que nous assisterons à une défense très solide et que nous verrons certaines des armes que le Hezbollah n'a pas encore utilisées. Nous avons clairement beaucoup appris ici des expériences du Yémen et de l'Iran lors de leurs attaques contre la colonie sioniste au cours des fronts de soutien de ces 2 dernières années. Par conséquent, je m'attends à ce que les sionistes subissent d'énormes pertes s'ils tentent d'attaquer, et ils se battront seuls. Vous savez, beaucoup de gens s'inquiétaient du HTS en Syrie, mais je vous le dis, le HTS n'est même pas capable de contrôler la Syrie elle-même. Ils ne tenteront pas d'envahir le Liban au nom des sionistes. Ils ne peuvent pas se le permettre. Le pays tout entier s'effondrerait. Si le HTS envoie ses troupes au Liban, Damas se révoltera.
Alep se révoltera. Les territoires que le HTS contrôle en Syrie se libéreront eux-mêmes, donc ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire. Les sionistes devront combattre le Hezbollah seuls. L'Amérique est également occupée au Venezuela, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec l'empereur Trump, déclarant qu'il veut tout le pétrole du Venezuela et qu'ils ont préparé la plus grande armada de l'histoire des Amériques. Cela montre que les sionistes ne sont pas vraiment prêts pour une guerre et qu'ils pourraient s'y engager simplement parce qu'ils sont des fascistes suprémacistes, incapables de maîtriser leurs propres pulsions. L'un des principaux problèmes des sionistes est qu'ils ne sont pas assez disciplinés pour contrôler leurs propres pulsions, comme violer des gens devant la caméra ou tuer des enfants devant la caméra. Cela montre à quel point ils sont indisciplinés. L'une des seules raisons pour lesquelles ils pourraient faire la guerre au Liban maintenant, c'est qu'ils sont indisciplinés dans leur haine, dans leur sentiment de supériorité. S'ils ne l'étaient pas, ils se tairaient simplement et attendraient que l'Amérique soit prête à les aider dans une autre guerre génocidaire, comme cela s'est produit à Gaza. Mais il est possible que nous voyions les sionistes attaquer le Liban, même si je pense, étant donné que les États-Unis sont occupés avec le Venezuela, il y a peu de chances que cela se produise. Néanmoins, si cela arrive, le Hezbollah et le peuple libanais sont prêts. Et il est très probable que nous verrons des fronts de soutien s'ouvrir depuis l'Irak, le Yémen et peut-être même depuis l'Iran si les sionistes attaquent le Liban. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup, Nima Al-Khorshid. Passez une bonne soirée. Toi aussi. Au revoir. Toi.